Nous ne pouvons pas produire 2 millions d'euros par personne. C'est impossible. Ça ne peut jamais être le fruit d'un travail. Ces prétendus personnages exceptionnels qui prennent des décisions exceptionnelles euh, pour justifier ces invraisemblables rémunérations que nous connaissons aujourd'hui, depuis peu d'ailleurs, hein, ça fait depuis 20 ans, 30 ans maximum que nous avons cette espèce de dérapage invraisemblable, tous ces gens-là sont d'une inutilité absolue. Un investisseur n'apporte que ce qu'il a pris sur le travail déjà. Hein. Nous produisons 2000 milliards d'euros par an, enfin dans l'évaluation de type PIB de la chose, hein, que la somme des valeurs ajoutées des entreprises. Eh bien, sur ces 2000 milliards, il y en a 700 qui vont au profit, qui vont à des propriétaires. Alors ensuite, évidemment, ils vont investir, mais vous voyez bien qu'ils n'apportent rien. Ils nous piquent et ensuite, aux conditions qu'ils veulent, s'ils le veulent, etc., etc. Ils apportent prétendument quelque chose, mais en fait non, il faut absolument nier le fait qu'un investisseur apporte quelque chose. C'est un parasite qui se nourrit de notre travail et qui ensuite, effectivement, nous impose les conditions de ce travail parce que c'est lui qui maîtrise l'investissement. Il n'y a de richesse, bien sûr, que produite par le travail. Lorsqu'on dit, par exemple, je ne sais pas quoi, qu'aujourd'hui, que Mittal fait vivre 20 000 salariés, ben non, il y a 20 000 salariés qui font vivre Mittal. Ça, en aucun cas, lui, il les fait vivre. Hein. Il les empêche d'exister, pour l'essentiel, comme travailleurs autonomes, comme capables de définir ce que doit être la sidérurgie en France. Les salariés de la sidérurgie le savent quand même beaucoup mieux que Mittal. Mais c'est nous qui produisons la valeur économique qui va aller à l'investissement. Sur les 2000 milliards que nous produisons chaque année, évidemment, il ne faut pas que nous consommions tout euh, en consommation immédiate, parce qu'il faut que nous reproduisions l'outil de travail, il faut que nous inventions de nouveaux outils de travail, il faut que nous fassions de la recherche-développement, enfin, etc., etc. Donc, une partie de ce que nous produisons doit bien sûr aller à l'investissement. Mais il n'y a aucune nécessité que l'investissement suppose que le groupe des propriétaires nous pique une partie du travail que nous faisons pour ensuite l'investir. Je remarque qu'ils nous piquent 700 milliards, mais qu'ils n'investissent que 400 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 300 milliards qui partent en fumée, cela dit. Hein. Mais donc, l'enjeu n'est pas évidemment de dire qu'on n'a pas besoin d'investissement, c'est pas ça du tout. Mais l'enjeu est de dire que nous serons bien plus efficaces et bien plus heureux au travail lorsque c'est nous qui, sans passer par le parasitisme de la propriété lucrative, affecteront non pas les 20 malheureux pourcents, hein, j'ai parlé de 400 milliards sur 2000 milliards, les 20 malheureux pourcents du PIB qui vont aujourd'hui à l'investissement, mais 30%, on peut consacrer 600 milliards du PIB à l'investissement, mais sous forme d'une cotisation. On a déjà le modèle. L'idée de Frio, l'invention de la CADES, enfin jusqu'à ce qu'on Juppé et autres prennent acte qu'il n'y aura plus de hausse du taux de cotisation maladie et donc on ne pourra plus financer l'investissement hospitalier par cette hausse du taux, comme on le faisait toujours dans les décennies précédentes, et qu'on ira sur les marchés financiers pour financer l'investissement. C'est une très grave régression, cela. Qu'est-ce qu'on a fait pour financer la réforme des CHU dans les années 60, enfin des choses énormes, la sanitarisation du système de santé et tout ça, encore une fois, un hôpital, c'est une usine en termes d'investissement. Hein. Bon, on n'a pas fait appel au marché des capitaux, on n'a pas fait appel à des propriétaires lucratifs, on a affecté 10-11% du PIB à la santé dans une cotisation, et les caisses qui collectent cette cotisation ont donné des subventions pour que les hôpitaux puissent investir.
sans qu'ils aient à rembourser, ni qu'ils aient à payer d'intérêt. C'est ça la technique qui est déjà expérimentée à grande échelle et que nous pouvons généraliser. On peut supprimer bien sûr les investisseurs en sens de ceux qui prétendent apporter quelque chose qu'ils viennent de nous piquer. Je ne vois pas ce qu'il y a d'allocation par le marché dans le devenir des choix d'investissement que fait le titulaire d'un patrimoine. Vous savez, il fait des choix d'investissement un peu au pif, au demeurant, hein, assez souvent. Je ne sais plus quel journal américain avait montré que les fléchettes lancées par un singe sur là où il fallait investir étaient finalement, sur le long terme, aussi efficaces que les logiciels et les choses très complexes par lesquelles on décidait de l'investissement. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des logiciels, on ne voit pas très bien ce que le marché a à voir avec tout ça, d'accord, hein. Donc, oui, euh, bien sûr, on a toujours en tête l'échec soviétique, des choses comme cela. Oui, bien sûr. Euh, Créer une cotisation économique à la place de la propriété lucrative pour financer l'investissement, c'est pas confié à l'État. De même que la sécurité sociale, c'est pas l'État, ce sont des caisses, c'est pas du public opposé au privé, c'est du commun, c'est des caisses qui mutualisent la valeur ajoutée et qui peuvent être gérées à des niveaux très divers selon les enjeux de l'investissement. Ça va être plutôt les salariés de l'entreprise concernée, plus tel ou tel élu, ou si c'est la SNCF, évidemment, ça va être les salariés de l'entreprise concernée, les cheminots, mais aussi bien d'autres, parce que la SNCF a des effets en termes d'aménagement du territoire, de consommation d'énergie, etc., très lourdes, et donc ça ne peut pas être les seuls cheminots qui en décident. Mais la propriété d'usage par les travailleurs des entreprises, au contraire, ça nous garantit contre une forme d'étatisme de la production qui pourrait effectivement être peu efficace ou objet de corruption diverses et variées. Cela dit, ça ne signifie pas du tout la fin de la régulation marchande, hein. La suppression du marché des capitaux, la suppression du marché du travail, ça c'est des marchés qu'il faut absolument supprimer, c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer le marché des croissants ou même des avions. C'est pas l'allocation par le marché des biens n'est pas en soi condamnable, hein. Elle n'est pas non plus la panacée. Il y a des tas de biens qu'il vaut mieux ne pas allouer par le marché, hein. La santé, l'éducation, il y a des tas de choses. Il vaudrait beaucoup mieux que le logement ne soit pas alloué par le marché, enfin des choses comme ça, hein, qu'il y ait une sécurité sociale du logement. Mais en revanche, il y a des tas de choses qui peuvent être confiées au marché, je pense, de façon très positive, à condition que les salariés des entreprises concernées codécident, hein, de l'investissement et de ce qui va être produit. La propriété lucrative, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le fait que des propriétaires d'un patrimoine puissent en tirer un revenu, et comme encore une fois, toute valeur économique vient du travail. Si c'est comme propriétaire qu'il tire un revenu, c'est forcément en piquant sur le travail d'autrui. Ça ne peut pas être autrement, hein. Éventuellement, d'ailleurs, ils peuvent être des travailleurs de leur entreprise, hein. Un chef d'entreprise y travaille. Enfin, les revenus qu'il tire sur son entreprise, non, sont sans commune mesure avec le travail qu'il fournit. Il ponctionne une partie de la valeur créée par les salariés de son entreprise. Donc on a un patrimoine qui est source de revenus, qui permet aussi de décider, hein, à la propriété il y a la décision bien sûr, mais également d'en tirer un revenu. La propriété d'usage, c'est tout à fait autre chose. C'est une propriété, c'est donc ce qui permet de décider, hein.
Si je suis propriétaire d'usage de mon logement, je décide de la façon dont il va être réaménagé. Je n'ai pas à le rendre dans l'état où je l'ai trouvé, hein, selon la règle de la location, où il n'y a aucune propriété d'usage, là, aucune. Hein. On est là, mais sans propriété d'usage, on ne peut décider de rien. Hein. Il y a donc bien décision dans la propriété d'usage, mais il n'y a pas revenu. Je ne tire aucun revenu de mon patrimoine. Je suis copropriétaire d'usage de l'entreprise dans laquelle je travaille ou du service dans lequel je travaille, c'est-à-dire que je participe à la décision sur l'investissement, sur la façon dont les choses vont être produites, etc. Mais je n'en tire aucun revenu. Je suis payé, pas par l'entreprise d'ailleurs, c'est ça qui est très important, il ne faut pas que ce soit l'entreprise qui paye. Hein. Je suis payé par la caisse des salaires pour la qualification dont je suis porteur. Ah mais oui, ça c'est là il y a souvent une illusion sur cette question-là, hein, en disant que des titres financiers, un portefeuille de titres, ça accumule de la valeur, hein, et que lorsque je viens avec des titres pour renflouer une entreprise, par exemple, je suis repreneur, j'apporte quelque chose que j'aurais accumulé dans un grand congélateur à valeur, disons, et donc je le tire et je le mets là sur la table, je suis un apporteur. On n'accumule pas de valeur dans des titres, hein, bien sûr que non. Le repreneur qui dit j'apporte 20 millions d'euros, il convertit ses titres en monnaie parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Il ne va pas payer les fournisseurs avec des titres, ni les salaires. Et convertir ces titres en monnaie, c'est forcément ponctionner sur la valeur en train d'être produite, puisque la monnaie exprime la valeur en train d'être produite, ou si c'est une création monétaire par la banque, c'est une anticipation sur la valeur qui sera produite par du travail. Donc, quelqu'un qui convertit une épargne en monnaie n'apporte rien. Il pique une partie de la valeur en train d'être produite parce qu'il y a droit, parce que son épargne lui donne le droit de ponctionner une partie de la valeur en train d'être produite. Oui, alors là, c'est pareil. L'épargne d'usage et l'épargne lucrative, c'est la même opposition que la propriété d'usage et la propriété lucrative. Et souvent, on traite l'épargne lucrative comme si c'était de l'épargne, parce qu'il y a toujours ces comparaisons avec le bon père de famille, et l'investisseur, ce serait comme un ménage, il faut bien épargner, on peut pas faire des gros achats sans avoir épargné, parce que le gros achat ne peut pas être assumé par le flux courant de nos ressources, donc on épargne. Et ensuite, on convertit cette épargne en monnaie pour faire le gros achat. Bien. Mais alors, raisonnons bien sur à la fois la proximité et la distance entre l'épargne d'usage de celui qui épargne pour se constituer une propriété d'usage, parce qu'il a besoin d'une bagnole, il a besoin d'une maison dans laquelle il va vivre, etc., et l'épargne lucrative. Dans l'épargne d'usage, lorsque je convertis mon épargne en monnaie, je fais la même opération de prédation, je dirais, que le repreneur dont on vient de parler. C'est pas au même niveau, hein, j'ai épargné 100 000 euros, la banque me donne 100 000 euros, et ces 100 000 euros, c'est forcément quelque chose qui est gagé sur le travail d'autrui. C'est pas moi qui, comme ça, tout d'un coup, produit 100 000 euros. Donc, lorsque je récupère sous forme de monnaie l'équivalent de ce que j'ai versé, certes, à cette époque-là, je pique, mais
quelque chose que j'avais moi-même apporté. En aucun cas, le solde, disons, de l'accumulation de mes dépôts et du retrait que je fais lorsque je convertis mon épargne en monnaie n'est lucratif. Parce que j'ai déposé à 2 ou 3% d'intérêt les plans d'épargne logement, enfin toutes choses qui effectivement, comme vous le signaliez, vont dans le sens, enfin vont au même rythme que le PIB, donc quelque chose auquel j'ai contribué, hein, et ça c'est nécessaire. De toute façon, on aura toujours besoin de cette propriété, de cette épargne d'usage et des crédits d'usage, hein, c'est-à-dire qu'on me prête aussi, hein, symétriquement on pourrait aussi me prêter, c'est pareil, hein, le raisonnement est le même. Mais dès lors que le prêt, il est aussi à 1, 2, 3%, et que le crédit et que le dépôt est aussi à 1, 2, 3%. Toute autre chose, et le repreneur qui lui apporte 20 millions d'euros, alors il pique ces 20 millions, ça c'est clair, tout comme moi je pique les 100 000 euros, d'accord, au moment où je convertis mon épargne en monnaie. Mais alors que moi j'ai apporté comme sur mon travail, ces 100 000 euros à l'activité économique au cours des 15 ans précédents, lui, il n'a jamais bossé à hauteur de 20 millions d'euros. Chaque fois qu'il a apporté quelque chose, comme il disait, c'est quelque chose qui venait de piquer. Et il a construit son patrimoine en piquant chaque année 100 000, 200 000, 500 000 euros, 10 millions, je ne sais pas quoi, d'euros sur le travail d'autrui. Donc là, nous sommes dans une activité pure et simple de prédation. Est-ce que la valeur économique a comme support le poste de travail, auquel cas c'est les actionnaires qui maîtrisent tout le schmilblick, hein, puisque c'est eux qui directement, s'ils sont actionnaires dans leur propre entreprise, ou indirectement s'ils ont un portefeuille, ou en tant que prêteurs aussi, hein, il n'y a pas que les actionnaires titulaires d'actions, il y a aussi les prêteurs. Tout ce monde-là, disons, ce monde des propriétaires lucratifs, c'est-à-dire qui tirent de leur patrimoine la possibilité d'un revenu né du travail d'autrui, tous ces propriétaires lucratifs décident. Ils décident de la localisation des postes, ils décident de qui va les tenir, ils décident de ce qu'on va faire comme travail sur ces emplois, etc. etc. Donc la logique du marché du travail, c'est-à-dire le fait que les personnes soient niées comme productrices de valeur économique, et que ce soit le poste qui soit réputé produire de la valeur économique, c'est le poste qui est qualifié, c'est le poste qui est payé. C'est en ce sens-là qu'il y a bien une antinomie entre le salaire de la personne, qui suppose que ce soit la personne qui soit qualifiée, et ça c'est ce que la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, etc., c'est ce dont ils sont les prémices, je dirais, hein, c'est pas encore majoritaire, le fait de payer les personnes et non pas les postes, mais si c'est les postes qui sont payés, oui, bien sûr, hein, tout est dans les mains des actionnaires. Nous avons deux religions, c'est vrai, dont nous sommes les victimes, celle des marchés financiers, dont nous pensons que, ben, ma foi, oui, cette espèce de divinité par laquelle il faut passer. Et puis il y en a une autre qui est le plein emploi. Et là, c'est une divinité à laquelle nous sacrifions, nous revendiquons le plein emploi, nous cherchons des emplois, enfin, etc., etc. Oui, oui. Et une des manifestations de cette religion-là, c'est effectivement la conviction que si ça va mal aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas le plein emploi, et que ça allait mieux dans les années 50-60 parce qu'il y avait le plein emploi. Or, il faut entièrement contester cette prénotion archi-classique, hein. Le taux d'emploi, c'est-à-dire donc le rapport entre ceux qui ont un emploi et puis la population de référence, hein. Le taux d'emploi des 20-60 ans, par exemple, il est de 10 points aujourd'hui supérieur à ce qu'il était dans les années 60. Si on prend actuellement, il est les trois quarts, 76%. 76% des 20-60 ans est en emploi aujourd'hui. Alors que dans les années 60, je prends dans le recensement de 62, mais c'est une statistique courante dans les années 60,
nous ne sommes qu'aux 2 tiers. Hein. Vous avez 67% des 20-60 ans qui ont un emploi. Évidemment, le prétendu plein emploi des années 50-60, c'est le plein emploi des hommes. Mais les femmes, elles ont le droit d'exister aussi et d'être reconnues comme productrices de valeur économique. Et nous sommes donc aujourd'hui plus proches du plein emploi des 20-60 ans. Avant, c'est quand même souhaitable qu'on soit à l'école et après en retraite. De toute façon, nous sommes plus proches du plein emploi des 20-60 ans que dans les années 50-60. Et à l'objection qui dirait oui, mais les emplois sont de plus mauvaise qualité, il faut répondre non, pas du tout. Les petits boulots, les emplois à temps partiel imposés, les emplois à durée courte, à courte durée, les emplois de type intérim, ça n'existait pas comme tel en tant que tel à l'époque, mais du type de l'intérim, sont plus nombreux dans l'emploi total dans les années 50 qu'aujourd'hui. Hein. Sauf qu'ils sont moins visibles, puisqu'il n'y a pas de normes. Hein. Le CDI comme norme de contrat d'emploi à durée indéterminée et à taux plein, il apparaît dans les années 70, il se construit dans les années 70, et du coup, il a fallu juridiciser les écarts à la norme. C'est là qu'on a créé l'intérim, qu'on a créé le CDD, qu'on a créé les emplois à temps partiel, ès-qualité en tant que tel, hein, ce qui a révélé l'emploi, le mauvais emploi, mais qui ne l'a pas créé. Le mauvais emploi, il était plus important dans les années 50 qu'aujourd'hui, je le répète. Donc, il faut quand même réfléchir à ceci. C'est qu'on est plus proche quantitativement et qualitativement du plein emploi, et le travail est en grande déshérence. Donc il y a bien, au moins une corrélation entre la médiocrité dans laquelle est le travail et le fait que l'on approche du plein emploi. Et cette corrélation, elle est assez facile à comprendre. C'est que plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs. Ça veut dire marché du travail fonctionnant à plein. Ça veut dire donc totale soumission du travailleur au marché du travail et au chantage à l'emploi. En tant que l'emploi, c'est la qualification du poste et non pas de la personne. Et la revendication du plein emploi, moi je comprends très bien ce qu'elle veut dire, et je partage ce qui est sous-jacent à la revendication du plein emploi, c'est-à-dire tout le monde a le droit de participer au bien commun comme il l'entend et autant qu'il le peut. Mais cette revendication-là ne peut en aucun cas être satisfaite par la revendication de l'emploi. Parce que c'est parce qu'il y a de l'emploi qu'il y a le chantage à l'emploi, qu'il y a du chômage, etc. Si c'est nous qui sommes qualifiés, si ce sont les personnes qui sont payées, il n'y a plus de chômage. Le chômage n'existe que parce que c'est le poste qui est payé. Il n'y a plus de chantage à l'emploi, puisque nous pouvons en permanence exprimer notre capacité à produire de la valeur économique, puisqu'elle est reconnue en permanence par un salaire irrévocable à vie, lié à notre qualification. On passe des épreuves, il y a une carrière salariale, on progresse, mais cette progression n'est pas du tout liée à notre devenir sur un marché du travail. Oui, ça a pris 5 siècles hein, pour le constituer. Vous savez, les institutions, ça ne bouge pas si vite que ça. Hein. Et les institutions capitalistes, le marché du travail, la mesure de la valeur par le temps de travail, la propriété lucrative, la création monétaire par crédit bancaire, qui est une des dernières à apparaître, ces institutions-là, il a fallu 5 siècles pour les mettre en place, les imposer, les rendre dominantes. Hein. Ce qui veut dire aussi que la sortie du capitalisme, ça ne se fera pas en un grand soir. Elle est déjà commencée depuis un siècle en réalité. Hein. L'apogée du capitalisme, c'est le 19e. Mais le 20e, c'est déjà l'entrée en crise, c'est déjà le dépassement. Et précisément autour de la fonction publique, de la retraite, de la cotisation, de la qualification des personnes, on est déjà en marche vers une sortie du capitalisme, pour autant que ces institutions qui sont pour le moment tout à fait minoritaires, tout à fait contestées, en permanence sous le feu
de la bataille idéologique que mènent en particulier les réformateurs aujourd'hui, c'est-à-dire le PS, l'UMP, le MEDEF, comme, comme vecteur de la réforme, de l'urgence de la réforme, enfin on connaît la chanson. Hein. Ces institutions-là n'empêchent que même si elles sont menacées, elles existent. Et que si on sait à la fois les lire pour ce qu'elles ont de révolutionnaire, et du coup travailler à leur généralisation, on peut sortir du capitalisme. Alors, effectivement, ça suppose de savoir lire la pension comme la paye de gens qui sont considérés comme travaillant. Le retraité, il contribue, les retraités contribuent à hauteur de 260 milliards, enfin les pensions sont de 260 milliards au PIB. Si on ne payait plus les retraités, le PIB s'effondrerait d'autant. C'est pas la pension, c'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs et qui irait à des gens utiles, mais utiles parce qu'ils gardent les gamins, parce qu'ils sont conseillers municipaux, parce que sais-je encore, mais qui ne produiraient pas en faisant cela. Hein. Tout comme l'impôt, c'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs, plus précisément donc dans l'idéologie capitaliste de la sphère capitaliste, et qui est ponctionné pour aller vers des gens utiles. Bon, bah, personne ne niera que les fonctionnaires sont utiles, mais qui ne produisent pas. Hein. C'est ça, la doxa capitaliste. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout qui se passe. Hein. Ce qui a été imposé à travers la hausse de l'impôt et la hausse des cotisations au XXe siècle, c'est la reconnaissance que les fonctionnaires, les retraités, les soignants, les parents, les chômeurs, j'ai pris les 4 branches de la Sécu, hein, pension, maladie, famille et emploi, produisent de la valeur économique. C'est l'impôt et la cotisation qui expriment cette valeur économique. Et évidemment, comme tous ces groupes-là ne produisent pas de chiffre d'affaires, hein, on ne peut pas, la monnaie hein, qui reconnaît la valeur qu'ils produisent ne peut pas venir du chiffre d'affaires qu'ils produisent, de la marchandise qu'ils produiraient, elle est incluse, cette monnaie, dans le prix des marchandises. Au demeurant d'ailleurs avec leur salaire, avec le salaire de l'impôt, lié à l'impôt, ou les pensions liées aux cotisations, les fonctionnaires, les retraités vont acheter des marchandises. Donc vous avez, dans le prix de la marchandise, qui est une somme de coûts, un prix c'est une somme de coûts, bon, vous avez les consommations intermédiaires, bien sûr, et puis vous avez la valeur ajoutée, bien. Bon, la valeur ajoutée qui est dans le prix de la marchandise, c'est pas simplement la valeur de la marchandise en tant que telle. C'est-à-dire le salaire direct du salarié qui a produit cette marchandise, le profit qu'il génère, parce qu'on oublie toujours que, je sais pas, en moyenne, pour 500 € de salaire net que touche un salarié du privé, il génère 700 € de profit pour des propriétaires. Hein. Donc, vous avez, dans le prix des marchandises, vous avez le salaire direct des salariés qui ont produit cette marchandise et le profit qu'ils ont généré, ça c'est la valeur de la marchandise. Mais vous avez aussi dans le prix de la marchandise la valeur produite par d'autres. Ça, c'est dans le prix de la marchandise, on compte les impôts, bien sûr. On compte les cotisations liées au salaire. Tout ça, ça rentre dans le prix de la marchandise. Mais ces impôts et ces cotisations, c'est la valeur produite par les retraités ou par les fonctionnaires ou par les soignants. C'est pas et qui vient s'ajouter à la valeur globale du PIB en s'ajoutant au prix des marchandises, puisque le PIB exprime part, bien sûr, du prix des marchandises dont on enlève les consommations intermédiaires pour avoir la valeur ajoutée. Donc, le PIB inclut comme valeur supplémentaire la valeur créée par les retraités, la valeur créée par les fonctionnaires, ou les parents, ou les soignants, ou les chômeurs, et le flux d'impôts, de cotisations qui va vers les chômeurs ou les retraités ou les fonctionnaires, c'est un flux de monnaie, mais ce n'est pas un flux de valeur. Lorsque je cotise, comme on dit prétendument, hein, en fait, on est simplement une boîte aux lettres. Le salaire
général, disons, inclus dans le prix des marchandises que je produis, comprend, à travers la cotisation, ce que produit le soignant ou le retraité qui va être payé par la cotisation vieillesse ou maladie. C'est pas moi qui ai produit la cotisation vieillesse. C'est pas moi qui, comme cotisant, produit la cotisation maladie. Ce n'est pas moi qui, comme contribuable, produit l'impôt. Pas du tout. L'impôt est produit par les fonctionnaires. La cotisation maladie est produite par les soignants. La cotisation vieillesse est produite par les retraités. Euh, mais, encore une fois, parce que comme ils produisent du non-marchand, évidemment, il faut bien qu'il y ait un flux de monnaie qui aille de la marchandise vers le non-marchand, mais la valeur correspondant à la cotisation, c'est le retraité, puisque c'est la principale des cotisations qui la produit. C'est décisif le salaire à vie, hein. C'est à côté de la cotisation économique, de la propriété d'usage, de tous les lieux de travail. Et d'une autre création monétaire, c'est l'institution qui va permettre de produire de la valeur autrement, hein, de rendre possible, hein, une autre mesure de la valeur que le temps de travail, qui est une mesure tellement mortifère dans le capitalisme. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs qu'on parle de ce point-là aussi, hein, de la mesure de la valeur. Parce que c'est central dans la sortie du capitalisme, le changement de la mesure de la valeur. Le salaire à vie, c'est un droit politique, c'est-à-dire que ce que le capitalisme nous refuse, hein, le fait que nous soyons les maîtres de la valeur économique, ça c'est réservé aux propriétaires lucratifs, les autres n'ont pas leur droit à la parole. Regardez Mittal en ce moment, mais on pourrait parler de tout le reste, hein. Il n'y a aucunement possibilité de donner son mot, enfin un mot efficace, hein, je ne parle pas d'un mot revendicatif ou de plainte ou de protestation, mais de donner son mot décisionnel en matière de travail. Ça n'existe pas dans la logique du capital. Et bien précisément, ce que le capitalisme refuse, nous pouvons au contraire le poser comme droit politique, non pas par une espèce de démarche utopique, hein, en nous appuyant sur les anticipations du salaire à vie qu'on a dans la fonction publique. Un fonctionnaire, il est payé à vie, hein, parce que ce n'est pas son poste qui est payé, il est payé pour son grade. Son grade, c'est un attribut de sa personne qui le qualifie comme capitaine ou général, ça c'est l'origine militaire du mot, mais qu'il qualifie comme, je sais pas quoi, catégorie A ou B ou C, sixième échelon, troisième échelon, enfin, etc. C'est-à-dire qui dit à quel niveau se situe sa participation à l'activité économique et donc son salaire. Et ça, c'est la personne qui est qualifiée, hein, à la différence du poste de travail dans le privé, hein, où c'est le poste qui est qualifié, et là on a la logique de l'emploi. Hein. La logique de l'emploi, c'est l'antinomique capitaliste de la logique du grade ou de la qualification personnelle qui, elle, est anticapitaliste. Et on le trouve dans la fonction publique, ça fait quand même déjà pas mal de millions de personnes, et on le trouve chez les retraités. Les retraités, ils ont un salaire à vie. Le capital, effectivement, ne dit, attendez, vous ne produisez de valeur que si, étant une force de travail sur un marché, vous êtes un demandeur d'emploi qui va être loué, hein, votre force de travail va être louée par un offreur d'emploi, c'est-à-dire un propriétaire qui va vous faire produire selon la loi de la valeur travail, c'est-à-dire selon la dictature du temps de travail, parce que c'est la source de son profit, des marchandises qui mettront dans la vente, mettront en valeur son capital. Bon, il n'y a que dans ces conditions-là, nous dit le capitaliste, que l'on crée de la valeur. Et une de nos aliénations collectives, on va dire, hein, parce qu'une classe dirigeante n'est dirigeante que pour autant que ceux qu'elle domine finalement adhèrent à son récit du réel,
une de nos aliénations collectives, c'est effectivement d'acquiescer à cette violence sociale capitaliste qui consiste à dire qu'on ne travaille que si on a un emploi, et donc que des retraités qui n'ont pas d'emploi ne travaillent pas. Mais précisément, la lutte de classe au cours du XXe siècle a imposé une autre définition et pratique de la valeur économique que cette définition capitaliste. Et on augmente le PIB par l'administration, par exemple. L'administration explique une part importante du PIB. Or, qu'est-ce que c'est que l'administration? C'est des fonctionnaires qui ne mettent en valeur aucun capitaux, qui ne sont pas sur un marché du travail, qui ne produisent pas selon la dictature du temps. Certes, tous les réformateurs aujourd'hui veulent que les fonctionnaires entrent dans une logique de l'emploi, veulent introduire le chômage, veulent supprimer les concours de recrutement pour que les supérieurs hiérarchiques deviennent des employeurs, enfin, etc., etc. Oui, bien sûr, mais nous n'en sommes pas là. Hein. La fonction publique est encore une institution très résistante et qu'il faut conforter justement dans sa résistance en disant mais tous les salariés ont droit à avoir une qualification personnelle, à ne plus passer par le marché du travail. Et c'est déjà le cas des retraités, justement. Les retraités, pourquoi est-ce il y a plutôt une forme de joie d'entrer en retraite aujourd'hui? C'est à la fois parce que le travail est en grande souffrance, mais c'est aussi parce on en a marre de dépendre du marché du travail pour être payé. Un retraité, il est payé à vie. Et c'est donc ces anticipations-là, hein, l'anticipation de la pension comme retraite à vie, comme salaire à vie, la fonction publique comme salaire à vie, qui peut être généralisée en attribuant un salaire à vie à tout le monde, effectivement, de 18 ans à la mort. Oui. Ah, attendez, salaire à vie, hein, reprécisons un peu les choses. Hein. Chacun, à l'âge de la majorité politique, hein, a aussi une majorité économique. Hein. Le salaire à vie, ça enrichit la majorité électorale, disons, hein, la capacité reconnue à participer à la délibération, à être élu, etc. Ça enrichit cette majorité d'une majorité économique, c'est-à-dire la reconnaissance de la capacité à définir la valeur économique, à la produire, à la partager. Donc ça, c'est décisif, hein, c'est un enrichissement de la citoyenneté qui est tout à fait considérable. Euh, cette personne qui a l'âge de la majorité, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'en sais rien, ça c'est des choses dont nous sommes capables de délibérer, bien sûr, se voit doté d'un salaire au premier niveau de qualification, on va dire. Hein. Tout le monde à 16 ans ou 17, 18 ans a le premier niveau de qualification et un salaire irrévocable qu'on peut situer, mettons, à 1500 euros par mois. Bon. Ensuite, il a droit, c'est pareil, ça fait partie du paquet cadeau de la majorité, il a droit à une carrière salariale, c'est-à-dire qu'il va être soutenu par les syndicats, par les institutions d'accompagnement, etc., pour passer des épreuves de qualification qui font qu'il ne va pas rester à 1500 euros toute sa vie, sauf s'il n'a pas envie de passer d'épreuves, et que 1500 euros, ça lui va, bon, il en reste là, d'accord. Personne ne sera obligé de passer les épreuves, mais il y aura quand même une incitation à le faire pour que chacun puisse exprimer tout ce qu'il a envie d'exprimer. Et là, la carrière salariale peut, par exemple, dans des calculs de quantable qu'on peut faire aujourd'hui, s'inscrire dans une hiérarchie de 1 à 4 avec des salaires maximum de 6 000 euros par mois. Il n'y a plus d'impôts, hein, puisque nous sommes dans une logique générale de cotisation. 6 000 euros par mois, ça représente à peu près 8 500 euros aujourd'hui, hein, quand vous avez enlevé la TVA hein, liée au salaire que l'on consomme, l'IRPP, tel ou tel impôt foncier et autres, sur un salaire de 8 500, il en reste à peu près 6 000. Bon, 8 500 euros par mois, il n'y a qu'un salarié pour 1000 qui gagne plus. Hein. Donc, ça n'exclut pas grand monde. Le problème n'est pas d'exclure, hein, ni de désigner à la vindicte publique des gens, c'est de bien circonscrire dans un rapport de 1 à 4 cette hiérarchie. Mais vous voyez bien que pour pouvoir passer des épreuves de qualification, il faudra quand même qu'on puisse faire état de ce qu'on a fait hein, pour monter en qualification. Donc quelqu'un qui ferait rien, bah, ma foi, il est condamné à 1500 euros toute sa vie. Hein.
Oui, nos activités vont pas être laissées comme ça à notre fantaisie, etc. D'abord, l'activité, elle est forcément collective, hein, et donc il faudra que nous inscrivions dans un collectif. Ce collectif, il pourra poser des conditions en termes de durée de travail, de type de produit du travail que nous faisons, etc. Et si nous ne répondons pas à l'affaire, il pourra nous licencier. Euh, le salaire à vie, c'est ce qui rend possible, au contraire, le licenciement, puisque ça ne crée pas le traumatisme incroyable qu'est le licenciement aujourd'hui. Mais bien sûr, on garde son salaire, on garde sa qualification, puisque c'est un attribut de la personne. Mais on n'a pas fait l'affaire quelque part, on a invité à aller faire affaire ailleurs. De même que l'organisation elle-même, elle va être obligée d'être attractive, parce qu'elle ne pourra plus jouer sur le chantage à la misère ou à la crainte d'être sans rien. On aura de toute façon un salaire. Et quand on aura passé une épreuve de qualification et qu'on sera un salaire, je sais pas, à 2500 euros, on aura 2500 euros à vie. Donc, il faudra que les entreprises soient attractives et donc elles ne pourront pas être attractives parce qu'elles donneraient des avantages supplémentaires. Pas du tout. Hein. L'entreprise ne sera source d'aucun droit, puisque tout sera mutualisé. D'accord. Les entreprises, elles cotiseront. Mais le salaire ne pourra pas être augmenté par une prime que l'entreprise donnerait. Ça, ce sera absolument interdit. Donc l'entreprise ne sera pas attractive parce qu'elle donnerait des sous en plus, elle sera attractive parce que la qualité du travail qu'elle produira, qu'elle offrira, sera attractive pour des gens qui y trouveront de quoi mettre en valeur ce qu'ils sont. Il y a deux choses quand même. D'une part, il ne faut pas sous-estimer l'intérêt euh, que présentent pour ceux qui le font des travaux que, par ethnocentrisme petit bourgeois, je ne sais pas quoi, nous considérerions spontanément comme dégradants. C'est pas forcément le cas pour ceux qui le font, qui, au contraire, par exemple, je ne sais pas quoi, parce que l'exemple revient souvent, les éboueurs, même si ce n'est pas une conscience armée de chiffres, ils savent bien que leur métier est un métier indispensable et que notre espérance de vie collective diminuerait plus si on supprimait le ramassage des ordures que si on fermait les hôpitaux. Donc, euh, ils ne considèrent pas du tout comme dégradant leur métier. Ils considèrent que c'est un métier important, au contraire. Ce qu'ils aiment moins, sans doute, c'est les horaires de travail, le salaire, des choses comme ça. Mais le, 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 le en tant que tel, l'activité qu'ils font est une activité tout à fait fondamentale. Alors, deuxième aspect de la question, oui, mécaniser des choses, mais bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de choses ne sont pas mécanisées pour maintenir de l'emploi peu qualifié, hein, et qui n'aura plus lieu d'être dès lors que chacun aura un salaire. Et donc, on n'aura pas besoin, pour que des gens ne soient pas dans la misère, de maintenir des emplois qui pourraient être mécanisés, bien sûr. Oui. Comme vous dites, il faudra bien qu'il y ait un endroit où ça commence. Ça, c'est vrai, parce que euh, qu'il y ait une internationalisation de la production, c'est évident. Et donc, une façon radicalement nouvelle, mais encore une fois, radicalement nouvelle, s'appuyant sur de l'existant qui a été conquis au XXe siècle, hein, dans les pays de l'Europe occidentale, on va dire. Bon. Une façon radicalement nouvelle de produire euh, va devoir être internationalisée ou périr, hein, ça c'est clair. Bon. Alors, cette internationalisation, c'est pas, je dirais, une condition préalable, parce que pour décider de généraliser le salaire à vie, pour décider de remplacer la propriété lucrative et le crédit lucratif par la cotisation économique, la cotisation investissement sur le modèle de la cotisation maladie ou vieillesse, pour reprendre les exemples que j'ai pris tout à l'heure. Cette décision-là, il faut que ce soit un espace politique dans lequel un peuple s'exprime. Ça, pour le moment, il n'y a que les nations. Je ne vois pas d'autre espace
qui puisse être le cadre d'une telle révolution. L'Europe n'est absolument pas un espace politique d'expression populaire. Absolument pas. C'est un espace politique qui a été construit, au contraire, contre toute expression populaire. Donc ça n'est pas... Non, 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 non. Pour le moment, nous n'avons comme espace politique dans lequel un peuple puisse se lever, je dirais, et faire des lois qui affirment la convention salariale du travail, hein, avec la qualification de la personne comme mesure de la valeur et comme substitut du marché du travail, avec la propriété d'usage de tous les lieux de travail, avec la cotisation économique à la place du crédit lucratif, avec une création monétaire à l'occasion de l'attribution des qualifications et non pas par crédit bancaire. Bon, toutes ces institutions-là, il va falloir une détermination politique pour les créer. Encore une fois, pas ex nihilo, hein, je ne saurais trop insister sur ce point, hein, c'est en s'appuyant sur le déjà là subversif conquis au XXe siècle dans les luttes de la classe ouvrière, mais il faudra bien qu'il y ait un peuple pour cela. Donc ça naîtra forcément d'une nation, laquelle, ça on n'en sait rien. Ensuite, une fois qu'elle est quelque part, pas totalement d'ailleurs finie, qu'elle est en route quelque part, mais vous imaginez la double réaction, la réaction populaire tout alentour, tous les peuples d'alentour vont regarder ça avec un intérêt énorme, nous avons une exaspération populaire considérable aujourd'hui à travers le monde, et en particulier en Europe, pour prendre, si on imagine que les choses se feraient en Europe par exemple, mais ça peut être en Amérique latine, ça peut être un peu n'importe où. Enfin, on pense à des pays, à des régions peut-être qui sont plus déjà mobilisées politiquement, disons, que d'autres. Mais ça va susciter un enthousiasme dans de très nombreux autres peuples, et puis symétriquement, une bataille féroce du capital pour maintenir ses privilèges, ça bien sûr. Donc l'internationalisation, elle va se faire de fait par la voie de nos amis et de nos ennemis. Ce que je viens d'exposer s'appuie sur je dirais la révélation du caractère anticapitaliste de la fonction publique, de la cotisation sociale, de la fonction publique en tant qu'elle est porteuse du salaire à vie. Hein, c'est ça qui m'intéresse dans l'affaire, c'est-à-dire du fait, c'est pas en tant qu'elle travaille pour l'État, c'est pas ça ce qui me paraît anticiper l'avenir, c'est en tant que une partie des travailleurs actuellement en France ne relèvent pas du marché du travail parce que ce n'est pas leur poste qui est qualifié, c'est eux, ils ne sont pas payés pour leur poste, ils sont payés pour eux-mêmes. Donc on a une anticipation du salaire à vie qui est tout à fait considérable. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures, de chercher du côté de l'Alaska ou je ne sais pas quoi, des lieux où il y aurait des distributions universelles de ressources à vie. On a déjà dans nos pays des expériences que les tenants du revenu universel ne voient pas comme tel. Hein. Ils proposent de remplacer la cotisation par de l'impôt, ce qui est pour moi tout à fait catastrophique. Et ils cherchent midi à 14 heures des lieux de salaire à vie, mais qui existent déjà, les retraités sont en situation de salaire à vie, les fonctionnaires. Et il faut donc partir de cet existant-là pour le généraliser. C'est plus réaliste de généraliser un existant déjà concernant déjà 10 millions de personnes, au moins. La force du projet de salaire universel, c'est qu'encore une fois, il s'appuie sur un déjà là considérable. Et pas simplement en termes de ressources, mais également en termes d'investissement. Parce que c'est bien beau de distribuer à tous un salaire, mais si la maîtrise de l'investissement est toujours le fait d'une minorité prédatrice, je ne vois pas comment ce salaire va pouvoir être mis en œuvre dans du travail qui se substituera à la logique capitaliste du travail. Or, c'est fondamental de substituer.
C'est une logique qui nous mène dans le mur. Donc, la maîtrise de l'investissement, là encore, elle part de l'expérience de la cotisation sociale, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de marchés financiers pour financer le long terme des pensions. C'est des engagements de très long terme, bien plus long terme que l'investissement. Ça se fait en répartition. Trio nous montre. Parce il est pédagogique, il est bien dans l'axe public, la retraite de très grande envergure, hein, 13% du PIB. La propriété lucrative par une cotisation économique. Donc, la propriété d'usage des lieux de travail, mais c'est quelque chose qui est à la portée de salariés qui seront maîtres de l'investissement à travers la cotisation économique et titulaires de leur qualification à travers le salaire à vie. Donc on a là des institutions qui vont bien plus loin que le revenu de base en s'appuyant de manière bien plus réaliste sur l'existant. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Le salaire universel, c'est infiniment plus intéressant comme perspective et concrète et d'émancipation que le revenu de base. Le rapport de force n'est pas suffisant. Il faut ça, je vais l'aborder brièvement, mais il faut aussi que, pour que ça réussisse, parce que l'échec soviétique n'est pas simplement une question de rapport de force, c'est aussi parce que il ne suffit pas de changer le pouvoir, il ne suffit pas de dire nous exproprions les propriétaires. Il faut les exproprier, ça me paraît absolument évident. On ne va pas en plus les rembourser alors qu'ils piquent la valeur depuis des lustres. Hein. Mais il est absolument indispensable qu'il y ait des droits de la personne, non dépendants de l'entreprise, non dépendants de l'allégeance à une municipalité, une entreprise ou je ne sais pas quoi. Ce droit dont j'ai parlé, hein, de qualification avec une carrière salariale, qu'il faut qu'il y ait de la réelle propriété d'usage, hein, donc une décision, une codécision hein, sur les lieux de travail, et pas simplement des décisions venues d'en haut. Il faut qu'il y ait un, une forme de création monétaire qui ne soit pas antinomique de cette logique. Enfin, il y a toute une série de conditions, en plus de la condition du changement du régime de l'expropriation des propriétaires. Cela dit, sur le rapport de force, oui, c'est de faire un travail, je dirais, de fourmi, déjà pour changer les représentations. Il y a une telle aliénation de notre vision de l'économie, on est tellement convaincu que ce n'est pas notre affaire, qu'on ne peut être que des mineurs qui avons droit du pouvoir d'achat, et on va se battre pour la hausse du pouvoir d'achat, d'accord, pour une autre répartition d'une valeur ajoutée à propos de laquelle nous n'avons pas notre mot à dire, enfin, etc., pour dépasser tout cela et pour dire, mais non, c'est notre affaire, c'est nous qui décidons, etc. C'est nous qui travaillons, donc c'est nous qui produisons la valeur, donc c'est nous qui décidons de cette production. C'est un travail à la base, un travail vraiment de tous les instants, mais qui peut aller très vite dans certaines circonstances. Déjà aujourd'hui, la crise de notre classe dirigeante, qui se révèle incapable de produire la valeur économique d'une façon humanisante, disons, d'une façon qui puisse entraîner notre adhésion. Nous n'adhérons plus à la façon dont la classe dirigeante dirige la production de valeur économique, parce que ça bousille le travail concret, ça produit des marchandises aberrantes, ça ne produit pas des choses qui seraient de première nécessité, ça crée une classe dirigeante hors la loi, je dirais, enfin, etc., etc. Tout cela fait que un discours alternatif, hein, non pas un discours de correction du capitalisme, hein, par la justice fiscale, par toute cette thématique assez répandue, mais un discours radical de sortie du capitalisme,
commence à être entendu. Oui, alors il y a les 300 milliards que j'évoquais, hein, 700 milliards de profits, 400 milliards d'investissements. Il y a effectivement de l'évaporation, hein, mais c'est pas ça, à mon avis, la cause de de ces crises récurrentes du capitalisme, hein. C'est pas une insuffisance de la demande parce que la ponction du profit ne permettrait pas d'écouler toute la production, je ne sais pas quoi. Non, c'est là, c'est ce que Marx analyse lorsqu'il parle de la baisse tendancielle du taux de profit. Si vous mesurez la valeur par le temps de travail, là on est dans une institution dont je n'ai pas parlé suffisamment pour le moment et dont il faut absolument parler. J'ai donné comme institution, on a beaucoup insisté sur la propriété lucrative, le marché du travail, mais insistons sur la valeur travail, ce qu'on appelle la valeur travail. D'abord, valeur travail, le mot valeur travail, c'est le fait de mesurer la valeur économique des biens et services par le temps de travail nécessaire à leur production. Donc, si vous mesurez le travail abstrait par le temps de travail, vous êtes dans une forme d'aporie, c'est-à-dire que la concurrence intercapitaliste va faire que chaque capitaliste, qui va donc vendre sa production, enfin la production de ses salariés bien sûr, au prix du marché, c'est-à-dire pour le temps de travail en moyenne nécessaire à la production de ce bien ou de ce service, je ne sais pas quoi moi, 2000 heures pour produire une automobile. S'il l'a produit en 1800 heures, non seulement il va faire le profit lié à l'exploitation de ces 1800 heures, mais en plus, il va faire une plus-value extra de 200 heures puisqu'il va la vendre à 2000 alors qu'il l'a produit en 1800. Donc chaque capitaliste va chercher à réduire le temps de travail par unité produite. Le premier innovateur qui le fait est imité des autres. Du coup, lorsque tout le monde est à 1800, il faut passer à 1600, puis 1400, puis 1200, puis 1000, puis 800, ça n'a pas de fin. Le capitalisme, c'est une dynamique structurelle d'élimination relative du travail vivant. C'est-à-dire que le travail vivant a toujours de moins en moins de place dans le capital avancé, parce que si vous voulez effectivement faire un chantier de bâtiment avec très peu de salariés, ou faire une usine avec très peu de salariés, il faut beaucoup de machines. Donc vous allez multiplier le capital mort, enfin représentant du travail mort, le capital qui transmet sa valeur aux produits nouveaux, mais qui ne crée rien, parce que c'est du travail mort. La machine, c'est une coagulation de travail ancien, disons, mais elle ne travaille plus, la machine. Et, dans votre capital avancé, vous aurez de plus en plus de capital représentant du travail mort et de moins en moins de capital représentant le travail vivant. Si bien que le profit qui est la plus-value sur tout le capital avancé, le taux de profit va diminuer. Puisque la source de la plus-value dans le capital avancé, le travail vivant, se réduit en permanence. Vous avez donc une baisse du taux de profit qui est une tendance du capitalisme. Et c'est pour tenter de résoudre cette contradiction que le capital, par exemple, va détruire du capital fixe, va détruire des usines, etc. Certes, les propriétaires directs de ces usines vont morfler, hein, d'accord, mais la classe capitaliste dans son ensemble pourra se partager le profit d'une manière plus efficace. C'est toute la globalisation financière du capitalisme. On ne va pas revenir sur l'ensemble des crises, mais les crises du capitalisme sont parfaitement lisibles à travers cette grille que propose Marx de la baisse tendancielle du taux de profit et de la tentation permanente du capital de s'y opposer. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que il y a insuffisance de débouchés que le capitalisme est en crise. Ça, c'est l'explication keynésienne, hein, qui me paraît beaucoup moins pertinente que l'explication marxienne de la crise du capitalisme par
l'élimination relative du travail vivant qui est au cœur de ce mode de production. Bien sûr, c'est comme des procédés de rachat d'entreprise par des gens qui n'ont pas un rond, qui s'endettent et qui remboursent l'endettement en faisant sur la bête, quoi, hein, en exploitant de façon énorme les salariés et en bousillant la boîte au demeurant, hein, c'est pas leur problème, et puis ils vont voir ailleurs. C'est le cas de beaucoup de boîtes qui arrivent, qui ont été fondées il y a une ou deux générations, puis la troisième génération, la famille disparaît, c'est à vendre, arrivent des prédateurs de ce genre. Oui, bien sûr que tout le capitalisme, dans un certain sens, fonctionne comme cela, c'est-à-dire en anticipant la ponction qu'ils vont faire sur le travail d'autrui. Oui, bien sûr, bien sûr. La, 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 la crise financière que nous connaissons depuis 2007 devrait dessiller les yeux d'une majorité sur ce point-là, c'est que le capital n'existe que par anticipation de la prédation qu'il va faire sur le travail d'autrui. La, la, vous avez fait allusion à la création monétaire inouïe qu'il y a eu au cours des 5 dernières années pour sauver la mise des actionnaires des banques. Mais pour que ce ne soit pas de la planche à billets, évidemment, il faut que cet argent soit gagé sur l'austérité, que les politiques qui ont créé cette monnaie à travers la Banque Centrale Européenne, enfin non, non, à travers le refinancement par la Banque Centrale Européenne de la monnaie créée par les banques commerciales, que ces politiques soient aussi à la manœuvre pour visser les peuples afin que ces milliers de milliards d'euros qui ont été créés aient un fondement dans de la valeur économique, c'est-à-dire se traduisent, disons, par des années et des années d'austérité. Alors, on se laisse faire parce que, enfin, on se laisse faire en bougonnant, hein, ou dans certains peuples qui sont directement touchés, incroyablement touchés par ils ne se laissent pas faire, et ils sont résistants, mais pour le moment, des résistances qui sont mises en échec, parce que l'Union européenne a été capable de remplacer la classe politique grecque, la classe dirigeante grecque, par des émissaires un peu comme ce qu'a fait la Treuhand en Allemagne de l'Est après 89. L'Union européenne, en tant que syndicat de la classe dirigeante européenne, est capable de remplacer des gouvernants jugés incapables de dompter leur peuple. Nos représentations sont tellement aliénées que ben, y a un petit côté chez nous de ben oui, notre maître a raison, notre maître a raison. On enlève le béret tout en manifestant notre hargne. Si vous voulez, voilà, ce qui me paraît assez symptomatique aujourd'hui, c'est la popularité de mots d'ordre du genre je ne sais pas quoi, taxant le capital, ou de mot d'ordre, ou pas de mot d'ordre, mais de description particulièrement bien sentie de la vie insensée que mènent un certain nombre de nos prédateurs. Là, on a de la dénonciation, on a des revendications, mais qui sont un peu la vengeance illusoire du vaincu, quoi. C'est pas en dénonçant les Mittal, Arnaud et compagnie que l'on va avancer, hein. Il s'agit de s'appuyer sur les prémices du salaire à vie, de la cotisation économique, de la création monétaire en dehors du crédit bancaire, de tout ce qui est déjà la prémisse du dépassement de la mesure de la valeur par le temps. Encore une fois, la contribution de l'administration au PIB, on la mesure par la qualification des fonctionnaires. Donc on est bien là dans la mesure de la valeur par la qualification des producteurs, ce qui est infiniment plus émancipateur que par le temps. Il faut s'appuyer sur tout ça pour construire un projet alternatif.
Absolument. Taxer le capital, c'est le légitimer. Et là, c'est tout le problème de l'opposition entre cotisation et CSG. Et pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement des réformateurs à préconiser la cotisation, ou la CSG, pardon, ou la TVA, mais CSG ou TVA, c'est pareil sur le fond, contre la cotisation. La cotisation, c'est précisément ce qui augmente le PIB, puisque ça permet aux retraités d'être considérés comme producteurs de valeur économique, ça permet aux soignants d'être considérés comme producteurs de valeur économique, aux parents, aux chômeurs, enfin bref, je reprends encore une fois les 4 branches de la sécurité sociale. La cotisation, ça augmente le PIB, mais sans ponction sur le profit ou sur le salaire. C'est quelque chose qui vient en plus. C'est de la répartition primaire, comme on dit dans le vocabulaire technique de l'économie. Le PIB se répartit entre profit, salaire direct et cotisation. Et la cotisation, en augmentant, l'augmentation du taux de cotisation qu'on connaît de façon massive entre 1930 et 1995, en gros, ça passe de 0 à 66% du brut, ce qui n'est quand même pas rien, en l'espace d'une soixantaine d'années. Cette croissance-là, ça marginalise le marché du travail, enfin le salaire lié au marché du travail, le salaire direct, et le profit, c'est-à-dire la propriété lucrative. Les deux institutions majeures du capitalisme à côté de la valeur travail dont j'ai parlé. La cotisation ajoute de la valeur, c'est ce qui explique que nos PIB aient tellement augmenté. Nos PIB n'ont pas pu augmenter par la valeur capitaliste, puisque nous avons vu tout à l'heure que la valeur capitaliste, en quelque sorte, elle se détruit elle-même par la baisse permanente du temps par unité produite. Donc si nos PIB ont doublé tous les 40 ans au XXe siècle, ce n'est pas parce que la valeur capitaliste aurait doublé. Ne confondons pas l'exubérance de la marchandise, qui est une tentative de réponse du capital à la baisse du taux de profit, en étendant le champ de la valeur économique capitaliste, avec l'exubérance de la valeur. Vous pouvez produire 10 fois plus d'automobiles en 2010 qu'en 1970. S'il faut 10 fois moins de temps pour produire une automobile, en 2010 qu'en 1970, en produisant 10, vous ne créez pas un centime de valeur économique de plus. Donc, nous nous laissons souvent prendre à cette exubérance de la valeur pour dire qu'il y a de la marchandise, pour dire qu'il y a exubérance. Pas du tout. La valeur capitaliste ne peut pas doubler tous les 40 ans dans des pays aussi mûrs capitalistiquement parlant que les nôtres. Si nous avons augmenté à ce point le PIB, c'est parce que nous avons attribué de la valeur à des activités non capitalistes comme celle des soignants, des retraités, etc. C'est pareil pour l'impôt. L'impôt, c'est un ajout de valeur qui reconnaît que les fonctionnaires contribuent au PIB. Mais la différence entre impôt et cotisation est la suivante, c'est que alors que la cotisation, elle marginalise le marché du travail, disons le salaire direct du salarié du privé et le profit, la propriété lucrative, l'impôt, lui, il est légitime, comme vous l'avez dit très justement. On fait comme si, ce qui est faux, comme si les 2000 milliards d'euros que nous produisons, c'était 2000 milliards d'euros de valeur capitaliste, se partageant entre le profit et le salaire du marché du travail, que l'on va ponctionner, taxons le capital comme le travail, pour financer de la solidarité qui serait la sécurité sociale ou qui serait les services publics. Là, en disant ça, on nie toute la portée révolutionnaire de la cotisation. On légitime le marché du travail et la propriété lucrative que la cotisation, au contraire, marginalise. Et puis, on lie l'ajout de valeur non capitaliste que représente la cotisation et l'impôt en son contraire, une ponction sur la valeur capitaliste qui, du coup, ne peut pas être trop excessive quand même, sinon on va tuer la poule aux œufs d'or. Alors, on va faire une ponction plus juste, voilà, justice fiscale, etc., etc. C'est-à-dire que, alors que la cotisation, c'est une incitation à affecter tout le PIB à la cotisation et à sortir des institutions du capitalisme, l'impôt, c'est une incitation simplement à corriger le capitalisme pour qu'il soit plus juste, mais on n'en sort pas.
Mais bien sûr, c'est clair que là, c'était des années de plomb. Les années 80-90, c'était les pires quand même, hein. Mais je dirais, nous sommes même beaucoup plus loin en matière de potentiel, hein, de conscience collective émancipatrice qu'en 45, parce que précisément nous bénéficions de ce qui a été créé. On bénéficie de 500 milliards de sécurité sociale, ce qui n'est pas rien. On bénéficie de services publics sans comparaison avec ce qu'ils étaient en 45. C'est-à-dire que on a des atouts, hein. Maintenant, ensuite, programmer le moment où ça se fera, ça c'est impossible. Il y a toujours deux démarches, hein, qui sont assez classiques. Il y a la démarche euh, du monastère, hein, c'est-à-dire, je sais pas quoi, moi, je m'appelle Bernard, quand Saint Bernard, bon, on a fêté le 9e centenaire de la chose au mois d'août dernier, quand Saint Bernard arrive à Cîteaux avec 30 ou 40 autres jeunes à 20 ans, il manifeste son refus du système. Et il cherche une alternative, dégager des formes de la violence économique de l'époque dans la vie monastique. Et ça va d'ailleurs avoir une effervescence énorme autour de Cîteaux et de l'ordre cistercien dans tout le siècle suivant, pour le meilleur et pour le pire au demeurant. Donc on a toujours cela, hein. Et c'est nécessaire. Il faut absolument que un certain nombre de personnes, et c'est souvent des jeunes, mais ce n'est pas forcément des jeunes non plus, hein, euh, en quelque sorte alertent, hein, sur la violence sociale qu'il y a dans la valeur économique et donc fasse sécession en quelque sorte, hein, et cherche des formes moins subordonnées du travail, non subordonnées au marché du travail, etc., etc., etc. Tout cela est nécessaire. En même temps, ce n'est pas la seule démarche observée, c'est-à-dire que la majorité ne fait pas ça, hein. Et le problème n'est pas de dire à tous, mais entrer en récession, en sécession, d'accord. Même si, encore une fois, ces témoignages-là sont absolument nécessaires. Non, la majorité va entrer, comme on dit, sur le marché du travail. C'est là qu'il s'agit euh, qu'il qu'il soit plus exigeant en termes de pouvoir, hein, et qu'il ne troque pas une revendication de hausse du pouvoir d'achat contre la revendication de tout le pouvoir aux travailleurs. C'est ça qui doit rester le cœur d'une démarche qui ne soit pas une démarche sécessionniste, d'accord, encore une fois toujours nécessaire, qui soit une démarche au cœur du mode de production tel qu'il existe, mais en le subvertissant, parce que avec les syndicats, en tout cas les syndicats de transformation sociale, avec les partis politiques de transformation sociale qui ont comme projet la sortie du capitalisme, c'est pas tous, hein, c'est quand même une minorité pour le moment, euh, il, soit porteur du refus d'employeurs, on n'a pas besoin d'employeurs, du refus d'actionnaires, on n'a pas besoin d'actionnaires. Donc lorsque une entreprise est mise en liquidation ou lorsqu'il y a une recherche de repreneurs, récuser cette démarche, prendre la démarche de la maîtrise par les salariés eux-mêmes de l'entreprise, ça démarre, mais c'est encore très insuffisamment répandu. Si tous les capitalistes qui mettent la clé sous la porte étaient sûrs qu'en le faisant, eh ben, ils perdent leur outil de travail parce que les salariés eux-mêmes se l'approprient, ça changerait le rapport de force, hein. Mais évidemment, il faut un travail de conviction pour que la police ne soit pas au service de la propriété lucrative. Donc il faut un travail aussi vis-à-vis de toutes les forces de l'ordre, hein, qui, surtout en cas de durcissement des conflits, vont être là obligés de choisir, hein, un petit peu comme la police égyptienne aujourd'hui. Il faut qu'ils choisissent leur camp. Bon, toutes ces questions-là vont se poser, hein. De même,
les jeunes, mais pas plus que les autres, hein, cela dit, mais enfin, parce qu'ils ont aussi des forces neuves de proposition, sur un mode d'élection des hiérarchies, sur d'autres formes d'évaluation de la valeur du produit. Mais il y a déjà beaucoup de choses de ce genre dans l'Internet, dans des choses comme ça, des refus des droits de propriété, des refus de la loi Hadopi ou je ne sais pas quoi. On a déjà des formes de résistance à la marchandisation au service de la propriété lucrative, de lieux qui jusqu'ici reposent plutôt sur la coopération. Enfin, il y a toute une série de valeurs dont il s'agit que des jeunes soient les porteurs, oui, bien sûr, mais en lien avec la tradition du mouvement syndical qui a aussi porté ces valeurs-là sous d'autres formes. Mais surtout, il faut que les jeunes se convainquent. Mais ça, c'est aussi une affaire de grands-parents, je dirais. Les grands-parents, plutôt que de refiler de l'argent à l'anniversaire de leurs petits-enfants parce qu'ils ont tant de mal, enfin, etc., 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 c'est vrai parce que c'est sur les jeunes que sont concentrées aujourd'hui toutes les vicissitudes du marché du travail. Les grands-parents doivent pouvoir dire à leurs petits-enfants, mais si je suis heureux au travail, ce qui est le cas des grands-parents, c'est parce que j'ai un salaire à vie, et toi aussi tu as droit à un salaire à vie. Donc les jeunes doivent revendiquer un salaire à vie. Alors, il y a des anticipations un peu dans le statut d'intermittent du spectacle. Enfin, tout ça est encore très, 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 très lointain de ce qu'on souhaite. Hein. L'anticipation, évidemment, de la fonction publique, mais là, ça veut donc dire alors, tout en prenant les emplois jeunes, les emplois de solidarité, enfin, toutes ces saloperies-là, qui nient la qualification, se battre pour qu'ils soient transformés en qualification de la personne, hein, puisque c'est souvent dans le service public que ce soit des fonctionnaires enfin, qu'ils accèdent au statut de fonctionnaire immédiatement. Mais revendiquer le droit au salaire à vie, ça, j'espère que les jeunes en seront porteurs. Revendiquer le droit de propriété d'usage, enfin... il y a beaucoup d'anticipations en matière de logement. Hein. On a maintenant des anticipations où on a des copropriétés, mais qui sont des copropriétés d'usage, hein, pas lucratives. Bon, il y a des inventions là qu'il va falloir généraliser. Euh, mais les jeunes, j'espère qu'ils vont être porteurs de l'exigence de propriété d'usage. Il n'y a pas besoin que des propriétaires décident à notre place. Enfin, devenir des majeurs économiques hein, et, euh, et y trouver là le bonheur, hein, plutôt que dans la compensation du gagnant hein, qui est passé par quelques années sur la place financière de Londres où il a été essoré et il se retrouve à 35 ans sans femme, sans rien, mais avec une bagnole, une maison, enfin tout ce qu'il faut pour avoir l'apparence de vivre. Hein.